Eric, donc lui est né en 1970 à Dakar, d'où le teint allé. Ensuite, il est diplômé d'HEC et avant d'intégrer le groupe LVMH, donc tu as travaillé dans la finance pendant 3 ans. Tu as fait quoi, Eric? J'ai fait du financement de projets et j'ai repackagé des TSDI. Je me souviens du nom, mais j'ai jamais rien compris. Non. Ouais. Louis Vuitton, un souvenir de cette belle société? Ah oui, c'était la plus longue période professionnelle pour moi. Donc, c'était ma première expérience en magasin aussi. Donc, une vraie expérience concrète de terrain. À l'époque, je me souviens, j'avais 2 pistes, soit chef de chantier au Kazakhstan, soit Louis Vuitton, boutique Avenue Montaigne. Ma femme était enceinte, je me suis retrouvé avenue Montaigne, ce qui était quand même plus pratique. Et c'est vrai que ça a été une expérience exceptionnelle. Et le souvenir que j'ai, c'est juste cette idée que quand j'étais patron de la France, je crois à l'époque, on voulait ouvrir la boutique des Champs-Élysées sur l'ensemble de l'immeuble. Et j'avais préparé tout un dossier, etc. Et je suis arrivé pour le présenter à Bernard Arnault. Et il y avait plein de chiffres. Et il me dit, mais pourquoi est-ce que vous m'embêtez avec les chiffres? Oui. C'était pas le sujet pour lui. C'était pas le sujet. Tu as également été président de Christian Dior, notamment au Japon. C'était un grand moment pour toi, ça aussi. Hein? Uniquement au Japon. Oui. C'était une expérience culturelle formidable. D'abord, une expérience familiale incroyable. Et puis c'est vrai que parti avec la famille là-bas. Ah oui, 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 Ouais. oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est c'est une expérience. Découvrir tous ensemble quelque chose en même temps, quel que soit l'âge, c'est quand même super. Puis le Japon, c'est quand même le pays différent de tous les autres. Peut-être le seul pays où on se dit après 3 ans que de toute façon, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne saura jamais. Donc beaucoup d'anecdotes, évidemment, sur cette expérience-là. Et puis pour Dior, c'était une période particulière, puisque c'était l'époque où on sortait de la licence, du logo rose, etc., pour revenir aux fondamentaux de la couture. Et le management à la japonaise, tu as compris comment ça marchait ou pas? Donc non, moi sincèrement, je me souviens déjà de ma première réunion où il y avait mon comité de direction, il y a une personne qui dormait, donc je m'arrête et on me dit mais non, surtout pas, c'est l'harmonie, c'est bien. Et je me souviens aussi on de est pas réunions, mal en France alors finalement. et je me souviens de réunions en fin de période où je demandais encore ça s'est bien passé, je pensais que oui, on me dit que non. Ou d'une visite de Bernard Arnault à Tokyo, qui vient regarder, qui vient visiter évidemment les boutiques Dior. Et j'avais demandé à mon patron du retail de refaire la façade à la demande de Bernard Arnault. Il m'avait dit oui, oui. Et puis donc j'explique, voilà, vous allez voir la nouvelle façade. Et puis en fait, elle n'avait pas été refaite. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit non, mais j'avais compris ce que tu veux, mais moi je suis pas d'accord. Aïe. Parce qu'on ne dit jamais non. On dit jamais non quoi. Et t'as pas eu de problème avec un VP là qui prenait des trucs bizarres, non? Si, on ne va pas donner de nom, mais il y a un VP qui, effectivement, a importé de la cocaïne. Bon, voilà. Français, et qui... j'ai vu ma tête aux 20h. Il y a mon assistante qui m'appelle et qui me dit, Eric, on raconte que tu as arrêté pour importation de cocaïne. Et donc, c'est passé à l'AFP. Ma mère m'appelle, mais aussi, évidemment, le management d'LVMH. Et là... avec le management d'LVMH, on fait une communication, c'est une affaire strictement personnelle. Dior n'a rien à voir avec ça. Sauf que c'est surtout pas ce qu'il faut faire au Japon, évidemment, puisque l'entreprise est responsable à défaut d'être coupable. Et donc, j'ai dû après m'excuser auprès de tous nos partenaires pour avoir fait un communiqué comme celui-là. Ouais, donc, tu as appris aussi beaucoup de choses, là. Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'il y avait 40 policiers qui sont arrivés le vendredi soir, pour vérifier s'il n'y avait pas un trafic de cocaïne chez Dior. Et il y avait encore du monde qui bossait. Je leur dis, est-ce que vous pouvez revenir demain? Là, il y a beaucoup de gens qui travaillent, etc. Ah oui, oui, bien sûr. Et ils sont repartis. Donc, s'il y avait eu un trafic, on aurait pu... Comme on ne ment jamais... Ah oui, c'est bien ça comme pays. Hein. Alors, ensuite en 2008, tu rejoins les voisins, le groupe EPI, qui est juste à côté, là, avec le Christopher Descours, le président. Et tu vas travailler avec 2 très belles boîtes, très belles marques aussi, Bonpoint et Weston. Oui, c'est ça, pendant 6 ans. Voilà, Bonpoint, l'enfant, et puis Weston, l'homme. Ouais. Je sais pas si... Ouais, 2 belles maisons en tout cas, quoi. Oui, ouais, absolument, des beaux savoir-faire. 2014, donc tu es débauché, voilà, et tu rejoins le groupe Rémy Cointreau pour d'abord être le CEO de Rémy Martin. Alors, un mot sur ce leader mondial du cognac. Hein. Il a déjà 300 ans et c'est une belle boîte familiale. Eric. Alors, on n'est pas le leader mondial du cognac. On aimerait l'être, mais en tout cas, oui, on est un des leaders, absolument. Et puis, on a fêté nos 300 ans la semaine dernière. Hein, donc, c'est d'abord un très beau savoir-faire. Hein. Ce qui est formidable avec le cognac, c'est le lien à la terre. C'est que c'est une appellation contrôlée, voilà. Donc c'est peut-être une ville de 18 000 habitants qui, pour sa taille, est l'une des plus connues au monde. Voilà. Et effectivement, ce qui distingue pour moi le cognac, en tout cas des autres spiritueux, c'est d'abord la vigne, hein, et notamment chez Rémy Martin, pour le coup, je fais un peu de pub, mais puisque il y a 6 crus dans le cognac et il y en a 2 qui vieillissent particulièrement et qui sont plus prestigieux, et on est la seule marque à ne sourcer que dans ces 2 crus-là, qui sont la petite et la grande Champagne. Et puis l'autre pendant, c'est le vieillissement et l'assemblage. Voilà. Nous, on a 1,4 milliard d'eau de vie qui dorment, 200 000 fûts à peu près qui dorment à Cognac, et que notre maître de chai assemble tous les ans pour refaire des produits. Et le maître de chai, quoi, donc c'est le chef de cave en Champagne, le maître de chai, c'est l'artiste de la maison, c'est ça?
C'est ça, exactement. Et ça se transmet de père en fils. Un peu moins pénible que les artistes dans la mode, mais c'est ça. Ah oui, la gestion des égos doit être insupportable dans la mode, non? Plus que dans les cognacs. Et alors donc, qui est le maître de chai? C'est qui? Là, c'est Baptiste Loiseau, qui était à l'époque, quand il a été nommé, était le plus jeune maître de chai. Et on a eu la première femme avant. Absolument, qui était une femme formidable. Pierrette, c'est ça? Pierrette Tréchet. Une femme exactement. Formidable. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le cognac? Dès qu'il y a un problème de taxation en Europe, paf, c'est le cognac qui trinque. L'alcool est souvent pris en otage, hein, malheureusement. C'est vrai que les mesures prises par l'Europe sur les véhicules électriques ne font pas nos affaires, puisque après la Chine a regardé qu'est-ce qui fait mal, mais pas trop mal, et surtout mal à la France, puisque la France a été très vocale sur le sujet des véhicules électriques. Ils sont tombés sur le cognac, et donc on est sous la menace, parce que c'est pas encore acté. Là, on a répondu à 20 000 pages de questionnaires. 20 000 pages traduites en chinois, oui. 17 personnes à temps plein, les mêmes qui faisaient la clôture de l'exercice, enfin bref. Et donc on attend maintenant on a eu un deuxième questionnaire, on a 3 jours pour répondre et on attend la décision. Ouais. Mais le cognac en Chine, ça marche toujours avec ces lois anticorruption, parce que puisqu'il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de cognac, non? Merci pour ce raccourci. Non, c'est une question. Ouais. Non, donc il y a moins de cognac, mais ça c'était en 2013 déjà, hein, l'arrêt du cognac lié, on va dire, à la corruption. Mais il y a quand même une culture du cadeau qui reste forte et qui n'est pas forcément de la corruption et sur laquelle on continue à construire. Surtout, alors, là tu parles plus du cognac haut de gamme, donc c'est Louis XIII, c'est la carafe qui commence à 3 000 €, c'est encore un autre segment. Hein. On est vraiment dans l'ultra-luxe. Et là, pour le coup, nous on essaye de faire, je ne sais pas si on y arrivera, mais de faire ce qu'a fait Cartier avec la joaillerie dans les années 60, de retailiser ce métier, parce que nous, notre problème, c'est qu'on a plein d'intermédiaires, hein, comme dans tous les métiers des vins et spiritueux. Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir nos propres boutiques, d'avoir nos grands vendeurs et de vendre en direct. Et ça nous met un petit peu à l'abri de ce sujet, de l'aléa politique en Chine. Pourquoi les Français ne boivent plus de cognac? Parce que quand même, alors c'est vrai que l'image de la belle-mère, le feu de cheminée, le labrador, tout ça, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que les Français boivent autre chose, du whisky par exemple? C'est insupportable, c'est super bon le cognac. Alors, moi, je suis bien d'accord. Alors, on a commencé. En fait, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 générations, on buvait plus de cognac que de vin. Ouais. Mais coupé à l'eau, c'était la fine à l'eau, ça s'appelait. Voilà, ça coûtait moins cher. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cognac ne coûte pas moins cher. En fait, c'est un peu de notre faute. Hein. On a aussi beaucoup exporté avec une production qui était limitée, avec des meilleures marges à l'étranger. Et puis, la petite difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que pour revenir en France, c'est quand même un marché assez contrôlé en termes de communication. Donc, ce n'est pas évident de pousser nos produits quand on a malheureusement des possibles qui sont assez limités. Aujourd'hui, donc, dans le groupe c'est Rémy Cointreau. Donc, il y a du cognac, certes, Eric, mais pas que. Hein. Non, il y a 14 marques, ce qui fait de nous un petit groupe par rapport à Pernod Ricard ou Diageo, mais qui cherchent à se positionner sur le haut de gamme. Donc il y a un rhum que vous avez découvert là. Absolument, oui. Grâce à Fabrice. Merci Fabrice. Ouais. On peut applaudir chaleureusement Fabrice. Ouais. Il est compétent et sympa, Fabrice. Merci. Qui est le plus vieux rhum au monde. D'ailleurs, c'est le rhum qui a inventé le rhum à la Barbade en 1703. On a même découvert que c'est plutôt en 1657. Voilà, mais on n'a pas encore tous les papiers pour pouvoir le dire, mais a priori, ce serait ça. Donc, c'est une des plus vieilles marques au monde, d'ailleurs. C'est un rhum formidable parce que, d'ailleurs, le mantra de Manguez, c'est It's ready when it's ready, never before. Donc, il y a un rapport au temps très particulier qui, parfois... nous pousse à... Voilà, mais c'est un produit assez exceptionnel, effectivement, et donc qui vient de la Barbade. Et après, on a un brandy... Cointreau aussi. On a Cointreau, évidemment. Qui marche très bien, notamment en cocktail. Hein. Oui, alors on a de la chance parce que le cocktail marche bien. Et effectivement, Cointreau est dans plus de 600 recettes de cocktails, donc ça nous pousse beaucoup. Et le premier cocktail au monde, c'est la margarita. Et la margarita originale, elle se fait au Cointreau. Oh là là là. Alors, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une belle ETI comme la tienne, là, ou alors joueur de tennis professionnel? Je ne suis pas sûr qu'être joueur de tennis professionnel, ce soit une vie très sympa. Mais ça aurait pu être un rêve. Ouais. T'es classé combien aujourd'hui? Je ne suis plus classé, là. T'as été classé, ton meilleur classement, c'était combien? J'ai été 15 mais il y a longtemps. 15 ans, c'est pas mal. Et avant les questions spontanées, la fondation Rémy Cointreau, elle est récente, 2017. Elle fait quoi exactement? La fondation, elle est centrée sur la préservation des savoir-faire traditionnels qui ont tendance à disparaître, plutôt en France, mais pas uniquement. Il y en a beaucoup en Chine aussi. Et on se sert aussi beaucoup de la fondation, même si elle est totalement indépendante, mais elle s'appelle quand même la Fondation Rémy Cointreau. Et donc voilà, c'est son idée. L'idée, c'est vraiment de préserver des savoir-faire traditionnels. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autres pays boivent un peu de cognac là, parce que... Communiquer. Alors il n'y a pas que le cognac, cela dit, donc il faut aussi pousser toutes les autres catégories de produits. Et on en a quand même, Cointreau notamment en est une, mais le rhum est aussi une catégorie
qui a tendance à bien se développer, même si un peu moins sur le haut de gamme, parce que c'est une catégorie qui n'est pas très lisible et pas très contrôlée. Mais on a aussi des whiskies. Par exemple, les whiskies sont une opportunité en Europe, en Chine comme aux États-Unis. Donc c'est d'abord un enjeu de diversification produit aussi, et donc de croissance externe à terme. Et pour terminer, Eric, si on passe dans la région, on peut visiter Rémi? Ah oui, tout le monde est... Voilà. Oui, absolument, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas que Rémi Martin, mais il y a beaucoup de très beaux endroits à visiter avec des très beaux savoir-faire. Les chaises, c'est des centaines d'années d'histoire qui vous contemplent, et c'est vrai que c'est... assez émouvant, je trouve. Il y a un musée du Cognac, il y a également des beaux hôtels qui ont été créés, donc il y a quand même un côté spiritourisme. Le nom n'est pas très beau. En tout cas, le tourisme autour de Cognac qui se développe, Eric. Oui, absolument. Cognac n'est pas hyper accessible. En revanche, l'offre s'est beaucoup développée ces dernières années. Il y a eu un peu une course entre toutes les marques, et donc maintenant, il y a de quoi accueillir. Bon, il doit être formidable. Il a été, on applaudit très chaleureusement, Eric Vallat, directeur général du groupe Rémy Cointreau. Merci, Eric.